Donc la présentation va être structurée en 3 parties. Je vais d'abord vous introduire sur le projet et les objectifs. Je vais ensuite détailler les verrous qui sont liés aux approches de métabarcoding appliquées aux études de régime alimentaire et les moyens que l'on a mis en œuvre pour pouvoir développer le protocole. Et dans une dernière partie, je vais vous présenter les résultats préliminaires de l'étude que l'on a commencé à analyser. Et voilà. Du coup, pendant la présentation, comme avec Max, n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à me poser des questions. Donc l'apron du Rhône, je le présente, c'est un poisson, donc, comme je vous disais, endémique du bassin rhodanien, qui a connu à partir des années 80 une diminution drastique de ses populations à cause de différentes raisons d'origine anthropique, et notamment à cause de la fragmentation des cours d'eau et à l'altération des habitats. Et vous voyez aujourd'hui que son aire de distribution est restreinte à certaines populations et on estime à moins de 10% la distribution actuelle par rapport à sa distribution originelle. Donc, c'est une espèce qui a fait l'objet de plusieurs mesures de protection, donc déjà 2 programmes LIFE, et un plan national d'action qui a commencé en 2012 et qui va se terminer en 2016. Et c'est dans ce contexte-là que s'insère le projet, qui visait à répondre aux objectifs de l'action numéro 8 définie par ce plan national d'action, qui cherchait à définir donc, la plasticité trophique de l'espèce, c'est-à-dire les variations de régime alimentaire entre les populations ou au cours des saisons de cette espèce, de voir s'il y avait une sélection des proies de l'apron, donc des proies privilégiées par l'apron, et quelles étaient, et surtout où étaient-elles dans la rivière pour mieux comprendre l'utilisation de l'habitat de cette espèce. Donc, de manière globale, ce projet cherche à élargir les connaissances biologiques de l'espèce et notamment de déterminer sa plasticité écologique. Il cherche également à isoler les facteurs limitants en lien avec le développement des populations, donc de manière à proposer un outil d'aide à la gestion pour les gestionnaires. Alors, ce projet repose sur l'échantillonnage de ce qu'on a appelé des stations de référence qui sont figurées ici en bleu, donc présentes dans différents bassins versants du Rhône. Donc dans l'Alou, qui est un affluent du Doubs, dans la Beaume, qui est un affluent de l'Ardèche, dans le Verdon, qui est un affluent de la Durance, et on a aussi une station qui se trouve en amont de la Durance. Donc, ces stations ont été échantillonnées au cours de 4 campagnes différentes, étalées sur 2 années différentes. Et au cours de... ces stations de référence ont été choisies parce que ce sont des populations qui présentaient une stabilité démographique et une densité relativement importante. C'est pour ça qu'on les a appelées des stations de référence. Ce sont des stations où l'apron est relativement sain. Alors, au cours de ces campagnes d'échantillonnage, on a capturé les aprons. Alors tout d'abord, dans la plupart des cas, donc dans l'Alou, l'Ardèche et le Verdon, on a réalisé une prospection de nuit parce que les yeux de l'apron réfléchissent la lumière et donc on peut les détecter munis d'une lampe torche en traversant dans la rivière. Donc ça s'est fait beaucoup avec les brigades ONEMA locales qui nous ont aidés au cours de ces prospections. Et dès qu'on voyait un apron, on mettait une impulsion électrique que l'on récupérait dans l'épuisette et puis après on les mettait en stabulation. Donc le protocole était un peu différent dans la Durance parce que l'eau étant très opaque à cause des matières en suspension fine que drainent tout le bassin versant et à cause des courants qui créaient des nombreux remous à la surface de l'eau qui nous empêchaient de réaliser des prospections de nuit. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le protocole de barrage d'épuisette où on a une personne qui plonge l'anode dans l'eau pour créer le choc électrique et les poissons dévalent dans le barrage d'épuisette que l'on a mis en place et ensuite les aprons sont triés des autres poissons et on les met en stabulation. Donc chaque apron était mesuré et pesé, on prélevait les écailles pour faire des études de croissance. Et on réalisait un prélèvement donc, par massage abdominal de la partie distale du tube digestif
ont récupéré les excréments de l'apron. Donc ces excréments d'apron étaient récupérés à l'aide d'une pince et immédiatement mis dans un tube Eppendorf rempli d'alcool, donc Max l'a abordé tout à l'heure, donc dans un tube d'alcool à 96%. Et dans la mesure du possible, ça dépendait donc où était la station, et puisqu'on partait plusieurs jours des fois, le plus rapidement possible, mis au congélateur à moins 20 degrés pour un stockage. Hein ? Il n'y a pas les gants, hein ? Oui, mais en fait, pourquoi on n'utilise pas de gants? Parce que si vous mettez les gants au contact du poisson, vous allez enlever tout son mucus et favoriser la colonisation de... Enfin, vous allez perturber tout le mucus qu'il a à l'extérieur. Donc là, effectivement, il faut s'adapter au sujet d'étude. Ce qu'on faisait par contre, c'était que la pince était nettoyée systématiquement en la plongeant dans de l'alcool à 96 qui permet de diluer les tissus et surtout les tissus qui sont encore collés sur la pince. Et ensuite, on l'essuyait mécaniquement. Donc on faisait un nettoyage mécanique avec du papier de l'essuie-tout en fait. Et les tubes Eppendorf étaient remplis en laboratoire préalablement remplis avec de l'éthanol 96, donc dans des conditions relativement stériles, et étaient refermés immédiatement après récupération des excréments. Alors un point donc, qui me semblait important que vous ayez en tête si vous imaginez des protocoles de récupération des excréments sur terrain, donc notamment des poissons, c'est qu'on a une heure optimale de détection des excréments. En l'occurrence, pour l'apron, on a estimé au cours d'une campagne pilote que l'heure optimale de détection, c'est-à-dire là où on allait avoir le plus d'excréments parmi les individus que l'on échantillonnait, était entre 10h et 14h. Alors ça a conditionné tout notre protocole d'échantillonnage, puisqu'en fait, l'apron étant un animal qui chasse la nuit, on les a laissés manger jusqu'à 3h du matin, on se réveillait à 3h du matin, on allait les capturer entre 3h et 5h du matin, ensuite on les stabulait dans des caisses qu'on stockait dans la rivière, et vers 10h du matin, on procédait à la récupération des excréments. Et là, par contre, pour la durance, donc on se levait très tôt le matin pour attaquer la pêche à 7h pour qu'elle soit terminée à 10h. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'heure de... Donc, vous pouvez définir donc, de différentes manières. Nous, on a fait un suivi de toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 17h, donc dans la rivière, pour voir à quel moment on obtenait le plus d'excréments. Donc c'est quelque chose qui conditionne tout le protocole d'échantillonnage. Ensuite, en parallèle, ce que l'on faisait lorsqu'on ramassait les excréments d'apron, qu'on capturait les aprons, on réalisait ce qu'on a appelé un échantillonnage qualitatif des invertébrés présents dans la rivière. Donc le but là, c'était de prélever les différents habitats a priori de notre station, de manière à pouvoir prélever un maximum de diversité d'invertébrés qui, après, allait nous permettre de construire une base de données ADN de référence, les fameuses bases de données dont parlait Max, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en vue de pouvoir bien identifier nos séquences ADN. On réalisait également un échantillonnage quantitatif. Donc là, c'est plus pour pouvoir bien interpréter nos données du régime alimentaire, qui consistait en un échantillonnage de 90 points sur chaque station au cours de chaque campagne. Un échantillonnage de points consistait tout d'abord au prélèvement des invertébrés à l'aide d'un filet Serber et de différentes mesures physiques de l'habitat, ce qui allait nous permettre premièrement de définir la disponibilité des proies dans le milieu, mais également de caractériser les associations entre les invertébrés et les habitats, pour pouvoir ensuite savoir où est allé manger l'apron. Donc ça, c'était important en début de postdoc de proposer ce type d'échantillonnage quantitatif. C'était pour permettre de bien interpréter nos données de régime alimentaire. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est fait, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand vous mettez en place un protocole de ce type-là. Donc voilà, j'arrive à la deuxième partie de ma présentation qui
voilà, dans lequel je vais vous introduire donc, les différents défis auxquels on a dû faire face pour développer le protocole de métabarcoding alimentaire pour l'apron et les moyens qu'on a mis en place voilà, pour y répondre. Donc le premier grand défi, Max vous le disait, on travaille sur de l'ADN dégradé, donc des excréments qui a subi le processus de digestion. Et comme il vous l'a dit, ceci implique par exemple qu'on va devoir travailler sur de petits fragments d'ADN. On ne va pas pouvoir travailler sur des grands fragments d'ADN de 600 paires de bases. Ce sont des petits fragments d'ADN. Donc ça va déterminer le marqueur ADN qu'on va devoir utiliser. Mais également, ça entraîne de nombreux inhibiteurs de PCR, il vous en a parlé aussi, qu'il va falloir neutraliser. Ensuite, il y a le problème de la couverture taxonomique de nos marqueurs ADN, c'est-à-dire notre capacité à détecter un ensemble de proies potentielles pour le prédateur. Donc, en l'occurrence, pour le cas de l'apron, il a fallu s'assurer que nos marqueurs ADN, qu'on allait être capable de détecter l'ensemble des arthropodes de la rivière. Puisque l'apron est défini comme principalement insectivore. Alors je dis arthropodes parce qu'il y a beaucoup d'insectes, mais il y a aussi les crustacés avec les gamards, c'est pour ça que j'englobe tout ça sous le nom d'arthropodes. Le troisième verrou est lié à la capacité d'identification des séquences que l'on va obtenir. Puisqu'il va falloir être capable de les identifier autant que faire se peut, le plus finement possible. Et ensuite, le quatrième point n'est pas spécifique aux approches de métabarcoding, mais est globalement commune à toutes les approches de séquençage au débit. Ces séquençages vont il va y avoir la lecture, enfin vous allez avoir des séquences qui vont être issues d'erreurs de PCR ou des erreurs de séquençage et également des séquences qui sont issues de contamination. Donc le quatrième grand verrou, c'est de savoir bien traiter, filtrer notre jeu notre jeu de données de séquençage au débit. Donc, pour y répondre, voici ce qu'on a mis en place. Pour lever le verrou de l'ADN dégradé et de la couverture taxonomique, on a dû travailler sur le choix des amorces PCR. Donc vous savez ce que c'est du coup maintenant les amorces PCR. Ce sont les petits fragments que l'on va utiliser pour initier la polymérisation au cours de chaque cycle de PCR. Ensuite, on a travaillé sur la construction, donc sur les bases de données, la construction de bases de données, sur les méthodes d'assignation, c'est-à-dire l'assignation de chaque séquence à un niveau taxonomique. On a travaillé sur les bonnes pratiques de manipulation moléculaire, sur l'établissement d'échantillons contrôle ou témoins, on a utilisé des réplicas et on a développé un pipeline bioinformatique de filtration des données. Donc je vais désormais revenir sur chacun de ces points plus en détail. Donc en ce qui concerne le choix des amorces, en amont du projet, il a fallu donc choisir le choix des amorces PCR qui vont permettre d'amplifier un marqueur ADN. Donc en fait, le marqueur ADN, c'est à la fois ces amorces PCR et le fragment qu'il va permettre d'amplifier. Comme je vous l'ai dit, donc on est sur de l'ADN dégradé. Plusieurs exigences vont déterminer le choix du marqueur ADN. Il va falloir qu'il soit de petite taille, donc des petits fragments puisqu'on est sur de l'ADN dégradé. Il faut qu'il soit universel. Alors ça a deux sens universels. Le premier sens, c'est que le gène que l'on va cibler, il faut qu'il soit commun à toutes les proies potentielles. Parce que vous avez des gènes que l'on va retrouver que chez certains groupes. Là, en l'occurrence, il fallait que le gène qu'on allait cibler soit universel à toutes les proies potentielles, donc notamment tous les arthropodes, mais également que l'on soit capable de le détecter chez toutes les proies potentielles. Donc, ça a ces deux sens, le mot universel. Ensuite,
une notion très importante, c'est que malgré la petite taille du fragment qu'on allait avoir, il fallait qu'il soit suffisamment informatif, c'est-à-dire qu'il puisse nous permettre, que la séquence puisse nous permettre de distinguer deux espèces entre elles. Il fallait que deux espèces soient différentes sur le petit fragment qu'on allait amplifier. Et la quatrième exigence, c'est qu'il ne fallait pas que ce marqueur ADN amplifie l'ADN du prédateur, puisque cela se serait fait aux dépens de l'amplification des proies. Donc, on a choisi d'amplifier le gène de la cytochrome oxydase 1. Max vous en a parlé également avant. Donc on s'est basé sur la bibliographie pour savoir quelles étaient les amorces qui nous permettaient d'amplifier un maximum d'invertébrés. Donc on a défini deux couples d'amorces PCR, MF et ZR et ZF-ZR, qui nous permettaient d'amplifier 96% des invertébrés présents dans la rivière. Mais on s'est rendu compte en 2014 que certaines proies étaient mal détectées. Alors pour ceux qui connaissent la rivière, c'était notamment les perlidés et les gamards. Donc on a défini un troisième couple d'amorces qu'on a appelé LFCR, qui nous permettait d'amplifier notamment ces proies d'intérêt qui étaient mal détectées par ces amorces-là. Donc ces trois couples d'amorces, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles vont amplifier à 10 paires de bases près le même gène au même endroit. C'est-à-dire qu'ils vont amplifier la première partie du gène codant pour la cytochrome oxydase 1 et la première partie est la partie la plus variable de ce gène. Et c'est important qu'elle soit la plus variable, c'est parce qu'elle va nous permettre de discriminer les espèces entre elles. Pourquoi elle n'est pas présente chez l'apprenti? Alors, le gène cytochrome oxydase 1 est présent chez tous les métazoaires. L'histoire, c'est que par contre, nos amorces, là, les trois amorces, aucune n'amplifie l'ADN de l'apprenti. Elle marche très bien sur les arthropodes, sur certains vertébrés, mais elle ne marche pas sur notre prédateur. Alors, il faudrait revenir sur le schéma qu'avait fait Max tout à l'heure. Les amorces PCR, elles vont se lier sur une région bien précise de l'ADN, de votre séquence ADN. Si votre amorce PCR est trop différente en termes de base de votre séquence ADN, elle va avoir du mal à s'accrocher et elle ne va pas pouvoir permettre l'amplification. Donc nous, nos amorces, elles s'accrochent très bien sur tous les arthropodes, mais elles s'attachent très mal sur l'apron. Alors je ne dis pas sur tous les poissons, puisqu'elles s'accrochent très bien sur les truites, par exemple, et sur les autres poissons, puisqu'on a détecté d'autres poissons dans les excréments d'apron, mais par chance, elles ne marchent pas sur notre apron. Voilà. Après, il y a d'autres techniques, mais je ne comptais pas en parler, mais il y a d'autres techniques qui permettent spécifiquement, si votre amorce marche malgré tout, parce que c'est très compliqué. Imaginez, vous travaillez sur la truite, et la truite va manger d'autres poissons. Ça va être très dur d'imaginer une amorce qui va amplifier tous les poissons, mais pas la truite. Donc ce qui se fait également, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des amorces bloquantes. C'est-à-dire que vous utilisez pour amplifier toutes vos proies une primer, un couple d'amorces universel qui va tout amplifier, mais vous allez également utiliser une amorce qui va être spécifiquement, qui va s'accrocher sur votre prédateur et qui va empêcher l'amplification. C'est ce qu'on appelle des amorces bloquantes. Alors ce n'est pas énormément utilisé, c'est assez dur à designer, mais ça marche. Alors, je viens sur le deuxième moyen qu'on a mis en place. Donc en fait, c'est la construction. Alors, il est très délicat d'employer le mot exhaustif, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur notre banque ADN des proies. Donc pour cela, on s'est servi des séquences préexistantes publiées par d'autres chercheurs. Donc la fameuse séquence,
Pardon? Oui, voilà, la fameuse base de données, le Barcode of Life Data. Donc, qui est une énorme base de données pour le C1 en fait, qui est très fournie en séquences de C1 et surtout pour les arthropodes. On s'est servi également de GenBank. Alors ça c'est, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais c'est un peu la banque poubelle. Enfin je sais pas, c'est une banque d'ADN qui va centraliser tous les séquences qui ont été produites donc depuis que les séquences sont publiées, donc depuis les années 90, et qui vont être enregistrées dans cette base de données-là. Alors là, on a de tout, et on a de nombreuses erreurs, c'est vrai, et après on a beaucoup de séquences, on en a plus qui n'ont pas d'erreurs, mais en tout cas, on peut s'en servir. Et on a, comme je vous disais, on a également fait, à partir de l'échantillonnage qualitatif, construit notre base de données propre. Alors pour cela, on a suivi une démarche de barcoding classique, comme vous l'a expliqué Max, c'est-à-dire qu'on ramassait nos invertébrés sur le terrain. Donc c'est important peut-être pour vous aussi, pour penser les protocoles à mettre en place. On ramasse notre arthropode. L'IRSTEA, donc on avait une spécialiste qui nous les identifiait morphologiquement. Moi en parallèle, j'obtenais toute la séquence à partir du tissu de cet individu-là du C1, donc 650 paires de bases. Donc pour ça, on a mis en place un cocktail d'amorce PCR, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui nous permettait d'obtenir la séquence de C1 d'une grande majorité des invertébrés qu'on ramassait sur le terrain, ce qui nous permettait d'assigner à chacune des proies présentes dans le milieu une séquence ADN. Ce qui allait nous servir après pour identifier les séquences qu'on allait détecter dans les excréments. Et après, ça s'est reversé à Bold? Alors, pour tout vous dire, pour l'instant, elle n'est pas reversée. Effectivement, là, on a soumis un premier papier. Ce qu'on va faire pour le gros papier, on va le soumettre d'abord à GenBank. Et je sais pas, j'ai jamais soumis à Bold. C'est peut-être plus compliqué. Je sais faire avec GenBank. De toute façon, en général, les séquences de Bold, en partie, quand elles sont publiques, sont reversées dans GenBank. L'important, c'est qu'elles soient accessibles, en fait. Donc, si je pense, pour tout vous dire, les verser dans GenBank, parce que j'ai déjà eu affaire à eux, je crois que c'est plus simple en soumission. Donc, le C1, tous les individus d'une même espèce ont le même? Alors, non. On va avoir... Alors, on parle d'haplotype. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Vous avez des variations du gène qui va exister au sein de votre population. On va parler de différents allèles. Et en l'occurrence, ces différents allèles, en l'occurrence pour le C1, on parle d'haplotype. Normalement, ces haplotypes au sein d'une même espèce vont être très proches. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en intervenant. On estime chez les arthropodes qu'on a environ une similarité tolérée jusqu'à 97%. Si ça descend en dessous, il est vraisemblable qu'on ait deux espèces différentes. Alors, c'est un seuil qui est assez empirique, qui est utilisé dans les publications, mais qui n'est pas une règle du tout absolue. Et par exemple, vous allez vous retrouver, et on a beaucoup de surprises en fait. Moi je sais par exemple que donc les simulis, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les simulis. Ouais, c'est des petites mouches qu'on a. On a 3 espèces, elles ont toutes la même séquence. C'est un cas particulier qu'on a nous, mais c'est une réalité. Et on ne sait pas si en fait ce sont réellement 3 espèces ou si au final les morphologistes ont défini 3 espèces, mais en fait c'est une seule et même espèce qui varie, dont le phénotype varie en fonction des régions. Donc on a ces problématiques-là en fait. On est à la frontière à ce moment-là entre ce qui est réellement une espèce, donc où on a des morphologistes qui décrivent différentes espèces alors que génétiquement ce sont les mêmes, et l'inverse, des espèces cryptiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des séquences très différentes au sein de la même espèce. Et donc en fait, on a réellement 2 espèces, mais qui phénotypiquement sont les mêmes. Donc c'est des cas, mais en général, cette règle de 97% sur le C1 chez les insectes marche bien. Et c'est ce qui est utilisé dans les publis en fait. Et d'ailleurs, en fait,
c'est cette règle que l'on a également... parce que si vous voulez, cette règle-là a été définie sur le fragment long du C1, et nous, on n'a que la moitié. On amplifie 130 paires de bases. On s'arrête là, nous. Tac. Donc on séquence ça. En gros, c'est la même chose. Vu que c'est la partie la plus variable du C1, ici, sur la première partie, on a suffisamment d'informations et c'est conservé à peu près 90%. Cette règle de 97% fonctionne aussi pour nous. J'arrive ensuite sur les bonnes pratiques de manipulation moléculaire. Alors, cela consistait, dans notre cas, à utiliser la plateforme ADN dégradé, du LAMEX CEMEB à Montpellier, qui se trouve dans les locaux de l'ISEM, sous la responsabilité de Christelle Tougar et Fabienne Justy de l'ISEM. Et donc nous avons suivi les recommandations à l'égard des usagers, donc qui impliquaient notamment, vous voyez, toute une tenue chirurgicale et des locaux fermés en fait, qui nous permet de travailler dans un environnement stérile. Alors, de l'étape d'extraction d'ADN jusqu'à la PCR. Okay, parce que c'est les étapes clés qui vont être très sujets à la contamination. Avec l'analyse des excréments, on est sur de l'ADN dégradé et donc de l'ADN qui va être très peu concentré et dont les effets de la contamination vont être catastrophiques. Une fois l'étape de PCR passée, on va augmenter notre quantité d'ADN et donc les effets de la contamination vont être négligeables. Donc, en fait, il est important de travailler à partir de l'extraction juste à l'étape de PCR dans des conditions stériles. Donc, je n'ai pas détaillé d'ailleurs le protocole moléculaire que l'on a fait, mais c'est sensible, donc de métabarcoding, c'est sensiblement le même que ce qu'a vous a présenté juste avant Max tout à l'heure pour les protocoles classiques de métabarcoding, c'est-à-dire extraction d'ADN, amplification du gène d'intérêt sur la matrice d'ADN complexe. Ensuite, on construit la banque Illumina et puis on passe au séquençage Illumina, donc le séquençage au débit. Maintenant, j'arrive sur les échantillons témoins et l'utilisation de réplicas. Donc, pour avoir en tête, donc en fait, on arrive en gros à l'étape de PCR. Une fois que vous avez extrait vos échantillons d'excréments, on va passer à l'étape d'amplification en utilisant les marqueurs que je vous ai détaillés plus haut, les amorces PCR. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre PCR? On a les plaques que vous avez vues tout à l'heure, c'est sur une plaque que l'on fait ça, la plaque de PCR que vous avez vue. On utilise la demi-plaque, donc on a 40 excréments. On rajoute également 2 témoins positifs. Alors, les témoins positifs, il vous en a parlé aussi Max tout à l'heure, ce sont des mélanges artificiels d'ADN connus. Donc dans notre cas, ce sont différentes proies que l'on est allé ramasser sur le terrain, que l'on a identifiées morphologiquement et pour lesquelles on a obtenu la séquence au préalable du C1. Donc, vous voyez dans notre cas la réflexion qui a accompagné la construction de ces témoins positifs a été de maximiser la diversité taxonomique présent dans ces témoins positifs, en mettant plusieurs types d'ordres d'insectes, en rajoutant le gamma pour avoir les crustacés, on a aussi un hétéroptère, on a un annélide, et on a Phoxinus qui est un poisson, et surtout, on a mis aussi l'ADN du prédateur, le Zingle Asper, pour nous permettre, en fait, la philosophie, c'est de reconstruire un excrément théorique. Donc, ceci va nous servir à contrôler, à l'issue du run, à contrôler donc ce qu'on appelle les problèmes de faux négatifs. Alors, faux négatif, ça veut dire l'absence de détection d'une proie alors qu'elle a réellement été ingérée par le prédateur. Okay ? Nous, en construisant cette matrice d'ADN artificielle, on est sûr qu'on a mis tout ça. Donc si on ne détecte pas tout ça, c'est qu'il y a eu un problème dans le run de séquençage, qu'on a eu un problème de profondeur. Et que les risques de faux négatifs sont accrus dans nos échantillons d'excréments. Okay ? C'est important d'utiliser ces témoins positifs, du coup. C'est pour pouvoir mesurer la qualité de notre manipulation. Ensuite,
on a différents témoins négatifs, on utilise différents témoins négatifs qui, eux, ne sont pas là pour estimer les risques de faux négatifs, mais plutôt de faux positifs, c'est-à-dire la détection de proies alors qu'elles n'étaient pas réellement présentes dans les excréments. Et par exemple, c'est bien souvent dû à des problèmes de contamination. Alors pour contrôler tous ces problèmes de contamination, on a ce qu'on appelle un témoin négatif PCR, c'est-à-dire un échantillon qu'on va utiliser durant la PCR qui n'a pas d'ADN. On a ensuite deux témoins négatifs d'extraction. Ce sont des échantillons qui ont subi le processus d'extraction, donc c'est de l'eau qu'on a pris, on a extrait l'ADN de cette eau, en même temps qu'on a extrait les échantillons d'excréments, et ensuite on les passe au séquençage, et là normalement on ne devrait rien trouver. On a également ce qu'on appelle des témoins paillasses, donc ça ce sont de l'eau, c'est un tube rempli d'eau qu'on laisse ouvert pendant toutes les manips, jusqu'à la PCR, et ensuite on amplifie à la PCR, et là encore on ne doit rien trouver. Et enfin on a ce qu'on appelle un témoin de tag, alors il est un peu complexe à comprendre ce que c'est qu'un témoin de tag. C'est un témoin qui va nous permettre de détecter, alors là je vais utiliser un mot barbare, les recombinaisons qu'il va y avoir entre les séquences, les différentes séquences de proies au cours du séquençage, notamment, enfin pas que les étapes du séquençage, au cours de la construction de banques, donc juste en amont de l'étape de séquençage, qui vont provoquer la création de séquences chimères. Donc chimères, ça veut dire des séquences qui n'existent pas, mais qui vont créer des nouvelles séquences et que nous, on va devoir interpréter au risque, qui vont augmenter le risque, là encore, de faux positifs. Donc, concrètement, ce que c'est qu'un témoin de tag, c'est rien d'autre qu'un puits vide. Voilà. C'est quoi? Un puits vide. C'est un puits que l'on laisse vide. Et donc pour ça, il faut que vous ayez en tête et bien compris ce que Max vous a expliqué sur l'utilisation des tags, les fameuses étiquettes qui vont nous permettre de retrouver les individus. C'est-à-dire que si on retrouve la combinaison qui correspond à notre puits vide, c'est qu'on a une recombinaison entre séquences et que c'est pas possible, c'est une combinaison de tags qu'on n'aurait pas dû voir dans notre jeu de données. Parce qu'en fait, on s'est aperçu aussi, en fait, c'est dans la bibliographie, c'est pas quelque chose du tout, personne n'y avait pensé au début à partir de 2010, mais c'est quelque chose qui surgit à partir de 2013-2014 dans les publications, et depuis 2 ans, ça fait l'objet de mise en place il y a d'énormes réflexions qui sont faites jusqu'à l'année dernière, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème assez important, en fait, pendant la construction de la banque Illumina. Donc concrètement, regardez, en fait, notre séquence, elle est comme ça, nous. Le fragment d'intérêt, il est là. C'est la première partie du C1. On utilise les fameuses amorces PCR et on utilise les fameuses étiquettes qui vont être spécifiques à chacun des individus. Par exemple, l'individu 14 Moon 1, il va être on va pouvoir le voir. Alors pourquoi j'ai mis tag 5 et tag 11 ? Voilà. Le tag 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui est là. C'est le rose d'abord, le servile. Ah oui, pardon, oui. Ah oui, c'est le reverse. Oui, en colonne, c'est le reverse. Ok. Donc là, vous avez l'individu en orange correspond au tag 11 avec en forward le tag 5. Ok. Donc dans notre séquence, quand on va lire la séquence ADN que l'on va avoir à l'issue de l'étape de séquençage, on va avoir une séquence qui va avoir ce tag 5 et ce tag 11. Boum, on sait que c'est 14 Cro1. On sait que c'est cet individu-là. Maintenant, vous avez vu notre T-tag, je vous ai dit que c'est un échantillon, il est là. C'est un puits vide. Donc, les séquences qui vont avoir le tag numéro 5 avec le tag 13, il va y en avoir, et là on sait que c'est un problème. En fait, c'est concrètement, il ne doit pas y en avoir, et c'est par exemple une séquence de cet individu-là qui s'est recombinée avec une séquence d'individus de cette colonne-là. C'est-à-dire qu'au cours de notre PCR, on va voir le début de la polymérisation, ça va s'arrêter pour X raisons, et ça va recontinuer en s'hybridant sur une séquence d'un de ces individus-là. Et donc, à l'arrivée, non, on ne va pas avoir en forward le tag de cette ligne-là, mais le tag de cette colonne-là, en fait. Du coup, tu fais comment dans ce cas-là? Alors, en fait, ça nous permet de fixer un seuil. Voilà, on a 0,0002% des variants
des séquences qui sont issues d'un problème qu'on appelle de mistagging, de mauvais tagging, et ça nous permet d'estimer, en gros, si une séquence représente 0,0002% de l'ensemble des séquences des reads qu'on appelle de notre jeu de données de séquençage, eh bien on l'élimine. Mais ça, je vais y revenir en fait. Je vais y revenir sur ces seuils de filtration que l'on estime à partir de ces différents témoins. Donc je termine sur cette slide. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ensemble de cette demi-plaque va être amplifié avec les 3 couples d'amorces qu'on a choisis et définis au début du projet. Ça veut dire ZF. C'est le nom des amorces. ZF, c'est l'amorce. Comment tu les as appelées, Max, tout à l'heure? Sens et antisens? C'est antisens, en anglais forward ou reverse. Voilà. ZF, c'est le nom de notre amorce sens, et ZR, c'est notre amorce antisens. Les amorces PCR fonctionnent par couple. Donc, on a un premier couple d'amorces ZF-ZR, un deuxième couple d'amorces mini-F et ZR. Donc, vous voyez que le reverse est le même pour ces 2 couples d'amorces, et un troisième couple d'amorces. Donc, ce qui est important, par contre, aussi, ce qui est un vrai consensus qui arrive depuis, qui est utilisé maintenant depuis 2-3 ans, c'est l'utilisation de réplicas. Donc, il est très important d'utiliser les réplicas PCR pour pouvoir détecter quels sont les échantillons qui sont soumis à une trop grande stochasticité d'amplification, qui témoignerait d'une information biologique peu pertinente, peu fiable. Il y a des échantillons pour lesquels ça va arriver, il faut savoir les détecter et les éliminer. Et l'ensemble donc de ces échantillons qui sont amplifiés par 3 couples d'amorces et 3 réplicas par PCR, donc qui fait en tout 3 x 3, donc 9 réactions de PCR sur chacun de ces échantillons-là, on le fait séquencer sur un Run MySeq Illumina. Et pour vous donner un ordre de prix, l'ensemble de cette procédure, en intégrant l'extraction, l'utilisation de la plateforme dégradée, la construction de la banque Illumina et le séquençage, c'est 6 000 € pour tout ça. Hors coût du salaire du personnel. Après, les coûts diminuent sensiblement si vous diminuez le nombre de couples d'amorces ou le nombre de réplicas. Ça dépend du projet. Donc j'arrive désormais sur le développement du pipeline bioinformatique que l'on a mis en place, donc pour pouvoir filtrer les données de séquençage, qui est un point clé dans les développements des protocoles de métabarcoding. Donc on s'est basé sur une publi de Barba, une publi du laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, qui est assez leader dans ce type d'approche. C'est l'équipe de Tabernet. Donc il préconisait l'utilisation de réplicas. Elle a introduit une notion de low frequency noise, c'est-à-dire tout le bruit de fond, c'est-à-dire toutes les séquences que l'on va avoir dans notre run de séquençage qui sont représentées qui sont très peu représentées et qu'il va falloir filtrer en fait. Ensuite, elle préconise également d'éliminer, et elle propose des solutions pour éliminer toutes les séquences qui sont issues d'erreurs de PCR, donc lors de la polymérisation, ou bien lors des erreurs de séquençage. Max vous l'a dit tout à l'heure, c'est Q30, donc c'est les Illumina vont produire une toutes les 1000. Le séquençage Illumina va produire une erreur toutes les 1000 bases, donc il va falloir détecter ces erreurs-là. Donc on s'est basé sur ça, et on s'est également basé sur certains outils, et notamment l'outil DoubleClean, donc développé toujours pareil par la même équipe. Donc voici les étapes du pipeline bioinformatique que l'on a mis en place. Alors c'est un peu barbare, mais du coup je vous ai mis les différentes étapes assez simplifiées. Donc chaque case correspond à une étape de filtration. Alors, je vous invite à bien comprendre ce qu'il y a dans chaque case au moins une fois. Donc, on a le titre de la filtration, ce que l'on réalise, mais surtout, vous avez 2 types d'informations en bas qu'il est important de comprendre, puisque ce sont des données caractéristiques, des données des séquençages au débit. Donc, vous avez indiqué le nombre de reads. Donc, le nombre de reads, c'est le nombre de séquences que vous allez obtenir. En l'occurrence, là, on a 3 millions de séquences qui vont entrer dans notre pipeline analytique.
Et on a également défini ce qu'on appelle le nombre de variants, c'est-à-dire le nombre de séquences différentes. On en a 28 000. Ça veut dire qu'on a 28 000 séquences différentes et qui sont constituées chacune par un nombre de RITs différentes. Elles sont présentes en des nombres de fois différentes entre elles. Et l'ensemble des RITs sont en nombre de 3 millions. Okay, si deux séquences ont une base de différente, c'est qu'elles sont différentes. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez, donc sur nos 40 excréments, on a 28 000 séquences différentes. Et il n'y a pas 28 000 séquences différentes dans nos 40 échantillons d'excréments. Enfin, peut-être, mais ça fait beaucoup. Ouais. Alors ce qu'on fait, la première étape, c'est qu'on va éliminer toutes les séquences qui ne sont pas du CO1. C'est une étape assez facile à mettre en place, mais vous voyez que grosso modo, on perd très peu de variants. On est à 27 000 environ, c'est-à-dire qu'on perd 1000 variants. On a 1000 séquences dans notre jeu de données qui ne sont pas des séquences de CO1. Pourtant, l'amorce ne pouvait permettre que de CO1. Oui, mais ça c'est la théorie. Non, oui. Non, je veux dire, après vous avez ce qu'on appelle des amplifications aspécifiques. Alors, ça veut tout dire, ces amplifications aspécifiques. Il faut imaginer, notre amorce, c'est 20 paires de bases. Ok. On va la designer pour qu'elle cible un gène bien précis de notre génome. Le génome étant énorme, en fait, la probabilité que la séquence de 20 paires de bases s'hybride avec une région autre que celle qu'on avait ciblée est possible. En l'occurrence, par exemple, on a un des 3 marqueurs qui amplifie non pas la séquence de cytochrome oxydase 1 de l'apron, mais donc on n'avait pas du tout prévu, mais elle va amplifier un gène qui n'a rien à voir de l'apron, qui code pour une nucléoporine, donc c'est les tuyaux qu'on a entre le noyau et le cytoplasme dans notre cellule, spécifique de l'apron. Bon, par contre, c'est très facile de l'éliminer puisqu'elle fait 1000 paires de bases, donc on l'élimine en découpant le gel. Enfin, je passe ces détails, mais vous voyez, en fait, il est possible que ça puisse amplifier d'autres fragments improbables. En l'occurrence, elles sont assez fiables parce que finalement, on en perd très peu. On a beaucoup regardez, en fait, on perd pratiquement rien comme en nombre de RITs. Ça veut dire que les 1000 variants représentaient que rien en nombre de RITs. Donc, on fait une filtration, une première filtration. On passe ensuite à une deuxième filtration qui est capitale, qui est la principale. Vous voyez en fait 3 flèches. On va, à partir des échantillons contrôle dont je vous ai parlé avant, donc les témoins positifs et les témoins négatifs et le témoin de tag, définir des seuils de filtration non arbitraires. Donc j'insiste sur le mot non arbitraire puisqu'on va se servir de nos échantillons contrôle. La plupart du temps, les gens utilisent des seuils arbitraires, donc ça marche en gros, mais nous, du coup, on se base sur sur nos témoins pour pouvoir les définir. Donc en gros, on utilise le nombre de RITs de chacun des variants dans chaque échantillon pour voir s'il est au-dessus des seuils définis par nos échantillons contrôle. Alors là, par contre, vous voyez, on tombe à 2,3 millions de RITs et surtout, on passe de 27 000 séquences différentes à 214. À l'issue de cette étape de filtration, on n'a plus que dans nos 40 échantillons, on n'a plus que 214 séquences différentes. Donc ça, c'est une étape déterminante, et donc j'appuie sur ça parce que c'est très important du coup d'utiliser les nombreux témoins, les échantillons témoins que je vous ai définis plus haut. Ensuite, on va passer à la fameuse étape qui va nous éliminer les erreurs de PCR et de séquençage. Alors là, on perd très peu de nombre de RITs, on passe de 2,2 à 2,2 millions. On divise encore par 2 le nombre de variants, donc on n'a plus que 92 séquences différentes. Donc en gros, sur les 214, vous en avez une centaine qui étaient issues d'erreurs de PCR et de séquençage. Et enfin, on va, au cours de notre dernière étape, détecter les réplicas qui sont trop différents les échantillons pour lesquels les réplicas sont trop différents les uns des autres, et comme je vous l'ai dit, qui vont témoigner d'une trop grande stochasticité d'amplification et donc d'une faible fiabilité de l'échantillon. Et on élimine donc les réplicas qui sont trop distants les uns des autres.
À l'arrivée, on retient que 89 variants, ce qui représente... Ah mais ouais, du coup, je sais pas, on voit mal, du coup. Bon, enfin bref. On retient 0,003% des variants initiaux, qui représentent 76%, donc 2,3 millions sur les 3 millions de reads initiales. Donc ça veut dire qu'en fait, on retient les variants qui sont les plus significatifs dans notre run. Ça veut dire qu'on a grâce à cette filtration très stringente, on retient les séquences pour lesquelles on a une très grande confiance. Ok? Donc ça nous permet d'avoir un jeu de données robuste. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y ait 89 espèces d'arthropodes. Parce que dedans, il va y avoir ceux qui se... J'y arrive. On va faire des groupes, c'est ça? Ouais, j'y arrive. Il y aura plein de pourcents. Alors, effectivement, 89, ça ne veut pas dire 89 espèces différentes. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez des variations à l'intérieur de l'espèce. Et vous allez avoir plusieurs copies de la même espèce. Mais grâce à notre filtration très stringente, on a une confiance absolue, on a une très grande confiance sur les variants que l'on retient. Et donc on va abandonner ensuite l'information du nombre de reads, on va garder que les variants. Et cette filtration nous permet ensuite d'introduire cette notion, j'y reviendrai après quand je vous présenterai les résultats, c'est quelque chose qu'on utilise, qui est novateur dans le cadre des approches de métabarcoding, qui n'est pas utilisé ailleurs, mais qui est permise parce qu'on a une filtration stringente dans notre cas, qu'on a une grande confiance sur les séquences que l'on garde, ce qui nous permet d'évaluer en fait le nombre de variants pour chacune des espèces présentes dans l'échantillon. Et nous permet de définir ce qu'on appelle un nombre minimum d'individus de l'espèce en question par échantillon. Je viens sur un cas concret pour que ça vous parle. Par exemple, on a une espèce d'éphémère qui s'appelle de la Bettis fuscatus, c'est le nom de l'espèce. Si on a 3 séquences différentes de Bettis fuscatus dans l'individu, dans l'excrément A, on peut affirmer qu'on a au minimum, que l'individu a mangé au minimum 3 individus de cette espèce-là. Donc, ça nous permet d'avoir une approche semi-quantitative à partir de cette notion de NMI qui est couramment utilisée en paléoanthropologie, par exemple. Si vous trouvez 3 fémurs de la jambe droite, vous pouvez estimer que vous avez au minimum 3 individus dans vos restes. C'est un peu la même démarche. Mais ceci, voilà, je le rappelle, est permis parce que c'est pas quelque chose qui est utilisé parce que les gens, enfin les publications en général, n'ont pas cette filtration stringente. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une foi très grande sur leurs séquences qu'ils retiennent. Alors, j'arrive sur Mais ça n'a jamais été fait de façon artificielle en laboratoire. Ça veut dire quoi de façon artificielle? Tester artificiellement? Ouais. Alors, il y a des études qui ont été... Il y a un gars qui s'appelle Elbrecht en Allemagne, j'en parle parce qu'il publie énormément en ce moment, il est en tête, il publie énormément. Et il a montré, par exemple, et c'est tout à fait le hasard, parce qu'il travaille sur le milieu aquatique d'eau douce, il a pris l'espèce Dinocras cephalotes, c'est l'espèce de plécoptère que je vous ai montré en photo tout à l'heure. Il a pris 30 individus de Dinocras cephalotes qui avaient 30 haplotypes différents, c'est-à-dire la séquence de C1, 30 individus qui avaient tous des séquences de C1 différentes. Il les a séquencés et il se demandait, est-ce que je vais retrouver mes 30 séquences différentes dans un run MySec, je crois que c'était un run MySec, et effectivement il a bien retrouvé ces 30 séquences différentes. Mais pas après ayant subi la digestion par un prédateur. Alors est-ce qu'il y a des études, non, clairement, des études qu'on pourrait appeler de feeding trial, par exemple, où on prendrait un individu, on lui donne 4 individus de telle proie, 4 individus de telle proie, et ensuite on contrôle dans les excréments si on retrouve bien les 4 haplotypes différents. En conditions réelles, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire ça n'a pas été cherché à faire, en fait. Parce que, bon, on y arrive là, maintenant c'est de plus en plus stringent. Je vous dis, il y a depuis De Barba qui a publié en 2014, qui a imposé les nouveaux standards de filtration des jeux de données. Tout le monde va être plus ou moins obligé à passer sur ces filtrations, utiliser tous les échantillons contrôle. Et donc, nous, ça nous amène à utiliser ça. Je pense que ça va être utilisé parce que
parce que ça nous permet d'avoir une approche semi-quantitative. On verra comment ça sera perçu par la communauté scientifique, mais je pense que c'est un bon proxy pour avoir une approche semi-quantitative. Parce que sinon, on est limité à présence-absence. Alors, ce qui est pas mal, mais là, on peut avoir un peu plus. Alors, j'arrive maintenant sur les méthodes d'assignation taxonomique qu'on a mises en place. Alors là, c'était important de l'optimiser, c'était pour pouvoir être capable d'avoir un niveau taxonomique le plus fin possible de nos séquences. Alors, on a utilisé 3 procédures différentes, SAP, LTG et l'assignation manuelle par Bold, qui sont des assignations, donc des algorithmes différents, mais également et surtout qui utilisent des bases de données différentes. Alors pour SAP et LTG, on a utilisé les données de GenBank, plus notre base de données personnalisée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour Bold, on a été obligé de faire cette initiation manuelle pour Bold parce qu'en fait, la moitié des séquences présentes dans le Bold ne sont pas téléchargeables, ne sont pas accessibles au public. On peut soumettre une requête, mais on ne peut pas avoir la séquence. Donc je peux balancer une séquence à moi et il va me dire quelle est la séquence la plus proche, mais je ne vais pas pouvoir prendre la séquence pour la télécharger. Et ça, c'est un gros problème de Bold, c'est que la moitié des séquences ne sont pas téléchargeables. C'est pour ça qu'on a rajouté cette étape-là. Alors là, ces boxplots reflètent les performances de ces 3 types d'assignation, donc SAP, Bold et LTG. Vous avez ici indiqué en ordonnée le niveau moyen d'identification, le niveau moyen taxonomique déterminé par excrément en utilisant SAP par exemple. Vous voyez qu'en moyenne, on arrive à identifier les séquences au niveau de la famille. Avec Bold et LTG, on arrive à des performances beaucoup plus hautes, donc entre 5 et 6, qui correspondent entre le genre et l'espèce. Ensuite... C'est niveau médian. Hein? Le boxplot, c'est niveau médian. Oui, médian, exactement. Tout à fait. En fait, on a une variabilité, on a une certaine variabilité, mais Bold et LTG ont une performance supérieure. Et ce qu'on a fait, en fait, ce que j'ai fait, du coup, à l'arrivée, c'est que j'ai comparé, pour chacune des séquences, je compare les résultats de ces 3 méthodes-là. Je retiens l'assignation taxonomique la plus fiable parmi ces 3 assignations. Si elle est satisfaisante, je la garde. C'est-à-dire, si par exemple, elle est au niveau du genre ou de l'espèce, je la garde, elle me satisfait. Si par contre, elle est au-dessus du genre, famille, ordre, au-delà, elle ne me satisfait pas, je la mets de côté. Et il arrive également, dans quelques cas, que les assignations sont incongruentes entre les différentes assignations taxonomiques. C'est le cas quand vous avez des erreurs dans les bases de données. Par exemple, vous avez dans GenBank telle séquence qui va être identifiée pour un diptère, un simulium par exemple, alors que dans Bold, ça va être par exemple un hématode, un parasite. Alors là, du coup, vous ne savez pas quoi faire. Alors, souvent, c'est des erreurs comme ça, c'est qu'en fait, les gars ont fait du barcoding, ils ont pris le simulium, ils l'ont amplifié le C1, et ensuite ils ont dit c'est la C1 du simulium, alors qu'en fait, c'était le parasite. Et c'est vrai aussi, il y a les cas où, en fait, ils prennent l'individu en entier, en général dans les protocoles de barcoding, ils prennent l'individu entier quand c'est des insectes, et en fait, ils séquencent des proies présentes dans le tube digestif aussi, ça arrive. Donc on peut avoir des diatomées qui sont enregistrées comme des diptères, par exemple. Bon, du coup, ces erreurs d'identification, on les détecte parce qu'on procède, on interroge plusieurs bases de données. Donc dans ces cas-là, on les met de côté et on passe à une dernière étape d'analyse phylogénétique, donc, que je ne détaille pas là, plus l'apport d'informations biogéographiques. Donc on utilise notamment, on consulte l'OPIE pour les invertébrés, donc l'association qui recense toutes les espèces qu'on a en France pour les invertébrés, et pour pouvoir aller plus loin dans l'assignation taxonomique. Et en fait, on a à la fin ce qu'on appelle un Final Taxonomic Assignment qui est significativement supérieur à l'ensemble des 3 procédures indépendamment, ce qui nous permet d'aller très haut dans les niveaux taxonomiques. Donc je précise, là c'est la même chose, c'est les résultats, la résolution taxonomique qu'on a à l'arrivée dans notre cas. Lorsque l'on prend toutes les séquences que l'on a, on arrive
dans un peu plus de la moitié des temps, à aller à l'espèce, dans un peu moins de 3/4 du temps, à aller au minimum au niveau de la famille. Donc les camemberts, pardon, je vous dis, les camemberts ici reflètent les proportions des différents niveaux taxonomiques que l'on identifie. Et vous voyez qu'en gros, un peu plus d'un quart sont des niveaux taxonomiques supérieurs à la famille. Alors en fait, tout ça, c'est principalement, dans notre cas, des diatomées, des rotifères. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les rotifères, ce sont des micro-organismes qu'on a en eau douce. On a tout ce qui est algues vertes, on a tout ce qui est oomycètes, donc les champignons aquatiques, et on a également des fois des parasites. Parce que quand on s'intéresse seulement aux macro-invertébrés et aux vertébrés, en fait, on a une résolution taxonomique beaucoup plus haute. Donc on enlève tout ce qui est micro-organismes, on a une résolution en moyenne beaucoup plus haute. Donc les 3/4 du temps, on arrive à l'espèce. Et au minimum, systématiquement, pratiquement à la famille. Et quand on s'intéresse au groupe d'intérêt, on a une résolution très haute qui peut monter jusqu'à, pratiquement dans tous les cas, dans certains groupes, au niveau de l'espèce. Par exemple, chez les plécoptères et les éphémères, chez les trichoptères, on arrive pratiquement systématiquement au niveau de l'espèce dans notre cas. Donc ça vous donne une idée, par exemple, de l'état des bases de données qu'il y a actuellement, que ce soit BOLD ou GenBank. C'est un peu la surprise que j'ai eue moi au cours du postdoc, c'est que finalement, dans le BOLD, maintenant, en ce qui concerne les invertébrés aquatiques de nos milieux continentaux, donc Europe et Amérique du Nord, on a un enregistrement qui est assez exhaustif en fait. En tout cas, dans notre cas, on arrive pratiquement systématiquement à détecter l'espèce, à pouvoir identifier l'espèce. Pour les diatomeux, les algues, il n'y a pas de CO dedans? Si tu peux, mais il n'est pas informatif. C'est-à-dire qu'il est saturé. Il y est, mais ce qu'on utilise dans le BOLD pour les diatomées, Max l'a très bien dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus, il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur quel est le marqueur idéal pour les organismes chlorophylliens. Et je crois que tu as les ITS. Non, mais alors, peu importe. Non, le C1 n'est pas un bon marqueur pour les diatomées. Il est présent. En fait. Il est présent. En fait, nous, on a les diatomées. Par exemple, je serais capable de te dire que c'est un Fragilaria C, par exemple. C'est un diatoma C. Je peux te dire des choses comme ça. Et bien souvent, donc je peux aller à ces niveaux-là pour les diatomées, mais bien souvent, de toute façon, je ne veux pas perdre de temps dessus, je mets Bacillia ophyta. Donc Bacillia ophyta, c'est en gros diatomée, et c'est ce que j'ai en général comme identification. Et puis je mets de côté. Oui, pourquoi en fait? Qu'est-ce que c'est les Bacillia ophyta en fait dans mes excréments? C'est des séquences issues de la prédation secondaire, c'est-à-dire que ce sont les diatomées qui ont été mangées par les invertébrés, qui ont été ensuite mangées par les aprons. Ou alors, c'est de la prédation non ciblée, c'est-à-dire que quand il va aller choper son invertébré, il va aspirer également le périliton. Donc c'est très compliqué à interpréter, et c'est pour ça qu'on le met de côté dans nos analyses. On ne sait pas l'interpréter. Mais on l'a dans nos séquences. Donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Oh purée. Bon, je vais zapper sur la complémentarité des amorces. C'est-à-dire que c'était juste un slide pour vous illustrer que les amorces, que les différentes espèces que l'on détecte dans nos excréments peuvent être amplifiées soit par les 3 amorces, mais 37% des espèces sont amplifiées par une seule des 3 amorces. Donc c'était pour vous démontrer l'intérêt dans notre cas d'avoir utilisé plusieurs complémentarités, plusieurs amorces PCR. Voilà, alors j'arrive désormais aux résultats, qui sont des résultats primaires, c'est-à-dire que je n'ai pas encore tout le jeu de données de toutes mes campagnes d'échantillonnage, mais voici le type de brut de données que l'on obtient. On obtient donc des données individuelles, et basé sur cette fameuse notion de NMI, je vais pouvoir définir l'abondance relative des différentes proies au sein de chacun des individus. Par exemple, chaque histogramme représente un individu dans lequel est représentée l'abondance relative des différentes proies qui sont codées ici par un code couleur. Donc vous voyez par exemple ici qu'il y a beaucoup de rouge. Donc l'apron a beaucoup mangé tout ce qui est rouge qui sont des éphémères. Et après on peut remarquer aussi également qu'on a une grosse variabilité interindividuelle, puisque les histogrammes ne sont pas les mêmes entre les individus.
Donc après, d'un point de vue analytique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle une analyse en composante principale réalisée sur les proportions des différentes proies au sein de chaque individu. Ce type d'analyse nous permet de voir quelles sont les proies dominantes, quelles sont les proies secondaires et quelles sont les proies rares. Donc là, j'ai compilé toutes les campagnes de 2014 de mes 4 stations de référence. Alors ce que vous voyez, c'est que l'apron, il mange principalement une éphémère des espèces qui appartiennent au genre Bétis. Il mange également d'autres types d'éphémères qui appartiennent à la famille des Heptagénidés. Et il mange également des proies secondaires qui sont des larges plécoptéras. Donc en fait, ce sont les gros plécoptères, les perles, en fait, les grosses perles. Des hydropsychés qui sont des trichoptères, des chironomidés qui sont des diptères et les fameux gabars. Et après, il y a tout un tas de proies rares qui sont ponctuellement mangées, et notamment des poissons. Donc en fait, il est prédateur d'autres poissons. Enfin, occasionnellement en fait. Alors là maintenant, quand on plotte les échantillons sur cet ACP, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur le premier axe, on a un axe qui nous caractérise des variations spatiales du régime alimentaire. Vous voyez qu'on a un premier pattern qui caractérise des régimes alimentaires qui sont composés de la dominante pré 1, donc de Bétis, avec des proies rares ou des proies secondaires. Alors qu'on a un cas isolé qui représente les 3 campagnes du Verdon, qui est caractérisé par des régimes alimentaires qui sont principalement composés d'heptagénidés. Donc en fait, on a le Verdon qui fonctionne différemment des autres campagnes, des autres stations. Les populations, les aprons mangent différemment dans le Verdon par rapport aux autres campagnes. Ensuite, le deuxième axe est plus un axe qui va caractériser les variations temporelles. Vous voyez qu'en fait, les premières campagnes qui ont été faites au printemps vont avoir tendance à se déplacer au cours des campagnes d'automne vers le bas, ce qui signifie que l'importance des proies secondaires va augmenter au cours des campagnes d'automne. Et c'est principalement expliqué par la disponibilité des proies. C'est-à-dire que les Bétis vont avoir tendance à diminuer dans le milieu ou à être plutôt des larvules. Et donc il va shunter sur d'autres proies. Alors justement, pour pouvoir évoquer cette sélection des proies, donc, on a comparé donc, les données du régime alimentaire de l'apron pour chacune des stations. Donc par exemple, ici vous avez l'abondance relative des différentes proies à l'échelle de la population, okay, que l'on compare avec l'abondance relative des invertébrés présents dans le milieu. Donc vous voyez que c'est jamais la même chose, c'est très différent. Ça veut dire que le régime alimentaire de l'apron ne reflète absolument pas la disponibilité des proies. Donc, et c'est vrai pour toutes les stations. Alors j'ai fait une analyse du Ki2 qui nous permettait de comparer les abondances théoriques que j'aurais pu retrouver dans les excréments sous l'hypothèse « il mange en fonction de la disponibilité des proies ». Mais donc le test est significatif, ça veut dire ce que j'ai dit avant, c'est qu'il ne mange pas en fonction de la disponibilité. C'est qu'il ne mange pas les proies qui sont les plus disponibles dans le milieu, il en mange d'autres. Et quand on plotte les résidus du test du Ki2 pour chacune des proies, ça nous permet de voir quelles sont les proies qui sont anormalement, donc qui sont sélectionnées positivement par l'apron, et quelles sont celles qui sont sélectionnées négativement par l'apron. Donc il est clair que les 2 proies dominantes qu'on a vues sont sélectionnées positivement par l'apron, et on a des proies qui sont très abondantes dans le milieu qui ne sont pas du tout ingérées par l'apron, comme les annélides, les coléoptères et les chironopes qui sont ingérés, mais très peu par rapport à leur abondance dans le milieu. Alors, de manière très intéressante, quand on s'attarde sur la proie dominante 1, donc les espèces du Bétis, qu'on regarde leur sélection à l'échelle de l'espèce, on se rend compte qu'en fait, ils sélectionnent certaines espèces de Bétis, en fait. Puisque Bétis lutheri, vous voyez qu'elle est présente dans le milieu, mais il ne la mange pas alors qu'il mange les 2 autres espèces. Donc ça suggère qu'il y a une sélection qui se fait à l'échelle de l'espèce. Et ça, c'était plutôt pas attendu, mais ce sont des résultats que l'on peut avoir parce qu'on a la séquence d'ADN, voilà. Et ce sont des types de questions qui vont être abordées, à mon avis, dans les années à venir, parce que c'était pas envisageable avec les techniques couramment utilisées, basées sur l'identification de fragments de proies à partir des contenus stomacaux, où il était très difficile de distinguer les Bétis lutheri et les Bétis fuscatus.
Voilà, et dans le dernier type d'analyse, donc on a fait une analyse de niche. Donc on a cherché dans un premier temps, donc c'est une analyse de co-inertie, on a cherché dans un premier temps à caractériser les associations des invertébrés avec les variables habitat de la rivière. Et secondairement, ensuite, on a essayé de voir où étaient les proies les plus exploitées par l'apron. Donc là, vous voyez la construction de l'axe, que cette analyse de co-inertie est principalement influencée par la présence d'algues et de plantes sur le premier axe et l'intensité du courant, et puis secondairement sur la taille du substrat. Du substrat, et lower sub, c'est la sous-couche, donc à la fois la taille du substrat en couche supérieure et en sous-couche. Okay, donc vous voyez grosso modo en bas, vous avez des habitats qui sont caractérisés par un habitat lotique, c'est-à-dire avec du courant, et du gros substrat. Et en haut, vous avez plutôt des habitats lentiques, c'est-à-dire avec peu de courant, et des petites tailles de substrat. Et là, de ce côté-là, plutôt des habitats avec caractérisés soit par du colmatage du substrat, ou bien par des algues. Donc je me dépêche, je passe un peu vite. Maintenant, quand on plotte où sont les invertébrés sur cet axe-là, on se rend compte tout d'abord qu'ils sont distribués à travers les différents habitats. Donc ça reflète les associations de chacune des invertébrés avec chacun des habitats. Et là, je vous ai indiqué également en taille leur abondance dans le milieu. C'est-à-dire qu'au plus le plot est gros, au plus ça veut dire qu'elle est abondante dans le milieu. Donc vous voyez par exemple que on a tout ici un ensemble de proies qui sont distribuées dans les différents habitats qui sont très abondantes en termes d'effectifs. Donc on suppose que si l'apron mange les proies les plus abondantes, bon, on a vu que ce n'était pas le cas avant, mais si dans une hypothèse neutre, il devrait manger ces proies qui sont les plus abondantes et manger sur les différents habitats. Or, lorsque l'on plotte, lorsqu'on le regarde maintenant la taille des plots qui correspondent aux proies qui sont les plus exploitées par l'apron, par exemple les Heptagenidella ou la Bettissus catius, comme vous l'avez vu, eh bien, on se rend compte premièrement déjà que les proies qui sont associées aux habitats situés en haut, c'est-à-dire plutôt lentiques, sont peu exploitées par l'apron, alors que les proies les plus exploitées par l'apron sont plutôt dans des habitats lotiques, donc des habitats courants et associés au substrat grossier. Donc ça nous indique sur cette analyse globale que l'apron semble préférer semble sélectionner ces habitats-là. Mais plus intéressant, en fait, vous voyez qu'il y a des proies qui sont proches des proies qui sont sélectionnées positivement par l'apron, par exemple les coléoptères, ou même les comatopsychés qui peuvent ponctuellement être assez abondants, ne sont pas du tout exploités par l'apron. Ce qui suggère que dans les habitats où ils mangent ces proies-là, il y a d'autres proies qui sont abondantes mais qui ne sélectionnent pas. Ça veut dire qu'il y a une sélection entre les habitats, mais il y a également une sélection à l'échelle de l'habitat. C'est-à-dire que l'apron va sélectionner ses proies à l'échelle de l'habitat. Donc là, on n'a pas encore la réponse pour essayer de comprendre pourquoi. Donc en conclusion, je passe rapidement sur les conclusions. Donc comment je l'apprends? Il y a des proies dominantes et c'est principalement des éphémères. Il y a des proies secondaires qui peuvent varier temporellement et spatialement. Et il y a une grosse sélection positive et négative sur les proies. Et l'apron va plutôt manger sur les habitats lotiques, sur des substrats grossiers non colmatés. Cependant, comme je viens de vous le dire, il y a des proies qui sont très abondantes dans ce type d'habitat, mais qui n'exploitent pas. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi ils ne les exploitent pas, ce que je vais faire prochainement, c'est que je vais intégrer les traits biologiques des différentes espèces, comme par exemple leur taille, leur comportement de fuite face aux prédateurs, leur position sur le substrat, savoir s'il est dessus, s'il est sur le côté, s'il est plutôt dessous, et d'autres traits, grâce à des analyses de fuzzy coding qui ont déjà été publiées et testées, ce qui va me permettre de mieux comprendre ce qui détermine le choix des proies par l'apron, au-delà du choix de l'habitat. Tu vas le faire par des analyses multivariées, c'est ça? Oui. En fait, vous savez, par exemple, pour ceux qui connaissent les milieux aquatiques d'eau douce, il y a un énorme travail qui a été fait, notamment qui est publié, le fameux Taché, en fait. C'est un bouquin de référence qui associe des proies à différentes modalités de différentes variables. Par exemple, au niveau de la position du substrat, il va dire
il va attribuer pour tout ce qui est bêtise, un poids de 5 sur la position latérale du substrat. Mais ils vont plutôt se situer, par exemple, il va donner un score de 8 à la modalité sur le substrat. Ça veut dire que les bêtises sont en général plus souvent vues sur la surface du substrat que sur le côté. Voilà, c'est ce type d'analyse-là que je vais essayer d'intégrer. Voilà, ensuite, juste, je termine la dernière slide. C'est à la limite ce que vous pourrez retenir vous devez envisager ce type de protocole, ou en tout cas pour discuter avec au cours de vos collaborations que vous pouvez mettre en place. Il faut penser pour l'échantillonnage à réaliser un échantillonnage qualitatif des proies, en vue de construire votre banque ADN spécifique des proies. Ça vous permettra de pouvoir bien identifier les séquences obtenues. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui est très important, il faut avoir une idée de la disponibilité des proies sur le milieu. Parce que moi, c'est une information que je n'avais pas en thèse et que j'ai énormément regretté, qui limite énormément les interprétations des résultats que vous pouvez faire. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on a fait, les 90 points, mais il faut avoir malgré tout une idée de la disponibilité des proies pour aller beaucoup plus loin dans les interprétations que vous pouvez faire. Ensuite, pensez à cette fameuse heure optimale d'échantillonnage des excréments. Il faut que vous l'ayez en tête. Et en fait, au niveau du protocole moléculaire, donc, il y a tout un tas de recommandations qui est important. Donc, je vous ai décrit tout plus haut pour choisir les marqueurs ADN. Les bonnes pratiques pour limiter les contaminations, donc en l'occurrence travailler dans des conditions stériles. Et voilà, et surtout penser à ce qui est indispensable maintenant, c'est d'utiliser des réplicas. Vous ne pourrez plus ne pas utiliser des réplicas, mais surtout multiplier les différentes natures des échantillons contrôle que vous pouvez utiliser pour pouvoir produire un jeu de données fiable qui, là encore, va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse des données. Voilà, je vous remercie de l'attention.